Si tu veux, ce métier, il faut que tu l'entendes. Pour moi, c'est pas seulement un métier, c'est une mission de service public. Et c'est très important pour moi de promouvoir la lecture, la culture, de partager la joie qui est la mienne depuis le plus jeune âge, de partager aussi peut-être tout ce qui a été pour moi matière à savoir et matière à penser et que j'ai eu dans les livres. Cette joie, si tu veux, contagieuse, il est de ma mission de pouvoir la partager. Tu viens de dire un mot hyper important pour moi, qui est le mot admiration. Aujourd'hui, c'est très mal vu d'admirer. Aujourd'hui, quand on admire, on a l'impression qu'on serre l'invité, pour ne pas dire qu'on le suce. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'admirer. Parce qu'admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est à un moment donné décider qu'on n'est plus le centre du monde. Admirer, c'est avoir l'humilité, à un moment donné, d'apprendre quelque chose de l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je ne comprends pas, en fait, ce monde où on renie l'admiration. Un jour, je me suis baladé, je suis entré dans une église et je me suis senti bien, tu peux pas savoir. Je me suis mis à souffler. En fait, en touchant ces pierres, je me suis dit, c'est dingue parce que ces pierres, elles avaient sans doute la même matière il y a 1000 ans. Et cette permanence, cette constance, qui est pour moi la plus belle des qualités, la permanence et la constance dans la vie avec le courage. Et je me suis senti bien et je me suis mis à traîner dans les églises. Je vais pas à la messe, mais je me suis mis à aller prier beaucoup dans les églises. Et j'ai retrouvé cette foi très importante pour moi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui vous fait aimer la culture, le livre depuis maintenant des années. Dans Le Grand Journal, 21 cm, Boomerang ou encore La Grande Librairie. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il était normalien et qu'il a été enseignant. Enseignant d'abord et puis il a changé pour devenir ce personnage si connu médiatiquement. Et aujourd'hui, il est là avec nous pour changer de rôle, de posture. C'est pas lui qui va interviewer parce que tout le monde dit que c'est un des meilleurs intervieweurs en France, mais il va devoir peut-être répondre beaucoup plus que poser des questions. On a la chance d'avoir aujourd'hui Augustin Trapenard. Salut Augustin. Salut Alexandre. Comment tu vas ? Je vais bien, c'est une rentrée littéraire, mais je vais bien, je suis heureux d'être avec toi. Je crois que ce que tu me dis, c'est que tu lis quoi, 5 heures par jour, c'est ça ? Oui, c'est ça, en moyenne 5 heures par jour. Pendant ces rentrées littéraires, ça peut être encore plus que 5 heures ? C'est-à-dire surtout que la rentrée littéraire, on commence à la préparer plus tôt. Je commence à recevoir des textes de la rentrée vers la mi-mai, et je me mets à lire vers la mi-mai des textes que je ne vais traiter juste qu'à leur sortie, c'est-à-dire en septembre ou alors fin août. Ouais, c'est ça, fin août, début septembre. Donc c'est assez compliqué parce qu'on doit composer avec un nombre incalculable de textes qu'on a lus depuis des mois. En même temps, c'est très excitant. La rentrée littéraire, c'est toujours un moment, c'est une exception française et c'est un moment que je trouve, moi, très important de mise en valeur de la littérature. On en a besoin. Et mise en avant de la littérature, tu parles de l'exception française, on va parler de La Grande Librairie évidemment, qui est là aussi une autre exception française de pouvoir avoir une émission consacrée à la lecture. En fait, quand François Bunel m'a proposé de prendre sa place, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, c'est la seule émission en prime time sur un service public entièrement dédié à la littérature. Tu ne trouveras pas ça ailleurs en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Asie, nulle part. Et ça, pour moi, c'est exactement l'exception culturelle française. Cette façon qu'on a de mettre en avant la littérature et de penser, d'y croire surtout, de penser que ça a un sens, la littérature. Je trouve ça absolument magnifique. Alors, les gens, dans mon introduction, disent souvent toi que tu es un très bon intervieweur. Donc, c'est quoi les conseils que tu pourrais me donner à moi ? Moi, c'est pas mon métier. J'ai la déjà, chance pas de me poser de le faire. questions, parce que moi, si je suis intervieweur, c'est justement pour poser des questions et pour pas y répondre. Donc déjà, ça commence très très mal. Mais je suis tellement contente de voir et d'être là que ça va aller. En fait, le premier conseil que je te donnerais, c'est l'écoute. Mais c'est quelque chose que tu fais très bien. Mais c'est bien que tu le dises au début de notre discussion. J'espère que tu auras la même analyse à la fin de notre discussion. En parlant des bons autres intervieweurs, par exemple, moi, je trouve, je trouve que un que je préfère, c'est Mouloud Achour.
Toi, qu'est-ce que je trouve vraiment bon, je le trouve justement dans l'écoute, je trouve empathique. Quels sont pour toi les bons intervieweurs que tu trouves aujourd'hui, que ce soit à la radio ou à la télévision en France? Mouloud, c'est un bon exemple, c'est ma famille. On a commencé ensemble au Grand Journal de Canal+. J'admire, comme toi, son empathie, son sens de l'écoute. J'admire aussi sa programmation, qui est... éclectique au possible. Oui, qui est très éclectique, exactement, qui est absolument pas monolithique, justement. Qui était peut-être plus que toi, beaucoup plus que toi. Toujours une forme de surprise. Alors, ça dépend, moi, à la radio, j'ai pu faire des semaines où je recevais Pierre Bergougnou, un écrivain du centre de la France, et le lendemain Ophélie Winter. Donc, je pense qu'en termes d'éclectisme, j'ai vraiment donné. Et c'était ce qui me plaisait, justement. Là, maintenant que j'ai repris la grande librairie, c'est vrai que je m'adresse déjà à un sujet particulier, à un mode particulier qui est le mode de l'écriture. Donc, effectivement, c'est différent. Mais Mouloud, je l'admire énormément. J'aime beaucoup Laure Adler, moi, qui m'a formé personnellement quand j'étais plus jeune. Alors, c'est quelqu'un qui est sans notes. Et ça, je trouve ça toujours très intéressant. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé, et puis elle arrive, elle débarque, elle a rien. Et elle n'est précisément que dans l'écoute. J'aimais beaucoup Pascal Clark aussi, dont j'ai pris la suite à la radio, pour sa mauvaise humeur. Ou plutôt, je dirais, pour son humeur. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui ne se laissait rien compter. Quand un invité lui donnait une réponse qui lui convenait pas, elle lui disait. Il y a une population qui a créé les questions trapenard. Ah bon? Ils sont même aujourd'hui, tu trouves sur Internet des gens qui disent mais ça c'est des questions que tu ne peux pas sortir. Raconte-nous ce qu'est pour les gens qui n'ont jamais eu une question trapenard. C'est quoi une question trapenard? En fait, je crois que c'est un community manager qui a créé ça, qui bosse dans la politique, je crois. Et un jour, il a créé ce compte sur X, mais qui s'appelait Twitter à l'époque, où il prenait en fait certaines de mes questions, sans doute les plus saugrenues, qu'il mettait les unes après les autres. Mais le problème, c'est que alors ça donnait, si tu veux, quelle est la beauté d'un légume, qu'est-ce qu'un bon radis? Qu'est-ce qu'un bon radis, ou alors qu'est-ce qui vous fait jouir, ou alors tu vois ce type de questions. Le problème en fait pour moi, c'est qu'une question, on peut pas la détacher de celle qui la précède et de celle qui la suit. C'est-à-dire que c'est vraiment un cheminement. Donc moi, ça m'a fait rire. J'étais le premier à rire parce que je me disais comment je suis arrivé là. Mais en fait, c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Face à une question, il faut se demander comment est-ce qu'on en arrive là. Parce qu'évidemment, quand je m'adresse à un écrivain, je commence pas par lui dire qu'est-ce qui vous fait jouir. Ça serait étrange. En revanche, cette question-là peut venir après 3 ou 4 questions et ça peut être une forme d'orgasme pour filer la métaphore. Pour continuer cette question sur les gens qui ont pris Augustin Trapenard en disant tiens, il fait des choses différemment. Je me souviens de ce sketch sur Brut que tu as vu, donc qui est en fait une parodie de gens qu'on aime beaucoup, de Brut, et qui sont venus tourner chez toi dans ta bibliothèque, et qui mettait pas mal de choses en avant. En particulier, je vais me concentrer sur une chose, le fait, et à ce moment-là, tu avais en effet plusieurs émissions au même moment, et c'est ta capacité de travail. Donc souvent, je rencontre les gens qui sont ici en face de moi, ils me disent une des raisons majeures, si ce n'est la raison majeure de ma réussite, c'est ma capacité de travail, c'est ma capacité à délivrer. Toi, tu étais un énorme bosseur, on est d'accord? Oui, je suis aussi quelqu'un qui travaille rapidement, sauf pour le plus important, c'est-à-dire la lecture. C'est-à-dire que je prends du temps pour lire. J'en suis un petit peu revenu, pour être franc avec toi, Alexandre. C'est-à-dire que ces cumuls de mandats ont fini par me gonfler un petit peu, tant au niveau politique qu'au niveau journalistique. Et du coup, je me suis vraiment concentré sur la grande librairie et sur l'association que je porte depuis 6 ans qui s'appelle Bibliothèques sans frontières. Pour autant, c'est une décision? Parce que souvent, parfois, on se pose des questions en disant il a arrêté ou on lui a demandé d'arrêter. Toi, ça a été une décision que tu as prise à un moment, tu t'es dit, tu sais quoi, j'ai pas envie de faire autre chose, j'ai envie de me concentrer vraiment sur une seule chose. C'est comme ça s'est passé. Ce qui est certain, c'est que quand je suis parti de la radio, j'ai décidé de partir de la radio. J'aurais pu possiblement garder la radio et faire de la télévision en même temps, mais j'ai trouvé que la grande librairie, c'était suffisamment de travail, si tu veux. Par ailleurs, j'ai pas le même âge. Mais dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'intéresse, et sans doute, je suis comme toi, il n'y a rien que je value plus dans la vie que le courage. Donc c'est pas forcément la réussite, mais c'est vraiment le courage. C'est-à-dire les gens qui se lèvent le matin, qui bossent, qui travaillent, qui essayent toujours de donner plus. Alors je vais pas juger et insulter quelqu'un qui est paresseux, mais en tout cas, ce sont les personnes qui m'intéressent le plus, les personnes courageuses. Pour remonter le fil de ton histoire, chapitre 1er, ton enfance,
Donc ta maman est enseignante, donc, Ouais. histoire-géographie, puis pour collège, papa banquier, reconverti dans l'élevage des chevaux. En fait, il faisait les deux, mais il a pris sa retraite extrêmement jeune et il est effectivement devenu éleveur de chevaux et maire par la suite du petit village dans lequel mes parents ont une maison en Auvergne. Village dont ils sont plus ou moins originaires, en tout cas toute la famille, que ce soit du côté paternel ou maternel, vient du centre de la France, du Bourbonnais. Et donc sœur Constance, aujourd'hui éditrice, deux frères, Thomas et Vincent, qui est un entraîneur De course hippique ouais. et entrepreneur. Il est pré-entraîneur maintenant, on appelle ça comme ça. Et c'est, on parle il a un centre de pré-entraînement. Si c'est ça, c'est un centre de pré-entraînement. Voilà, ça va avant l'entraînement. Exactement, avec des poulains, exactement. D'accord. Et avec mon père qui a un élevage de chevaux, si tu veux, ils travaillent ensemble. Donc c'est quand je vois la fratrie avec vos parents, on se rend compte, ce qui est parfois le cas, pas toujours, qu'il y a quand même un impact des métiers de vos parents par rapport à vous quatre. Toi, tu vois ça comme c'était quelque chose d'évident. Ils vous ont donné ces envies-là, que ce soit plutôt du côté hippisme d'un côté ou plutôt littérature de l'autre. Ou c'était juste, c'est même pas le destin, c'est passé comme ça. Ça m'amuse parce que j'ai un frère qu'on n'a pas cité, le deuxième. Oui, c'est ça, dont on ne sait pas exactement le métier. Donc si tu veux... Ce qui veut dire que l'entrepreneur, on ne sait jamais vraiment, c'est ça que tu veux dire? Oui, et donc surtout, ce qui me fait rire, c'est que s'il y a eu une dissémination de la part de mes parents jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as quand même un petit flou au départ. C'est drôle. Mais en tout cas, c'est assez juste ce que tu dis. Bon, on a tous un lien très très fort dans cette famille à la nature, à l'animal, à la terre, évidemment. Moi, j'ai des souvenirs très précis, petits, d'être réveillé pendant la nuit par mon père qui nous emmenait voir une jument poulinée, c'est-à-dire mettre bas, en réalité. J'ai le souvenir de mon père prenant le placenta, le jetant au chien. J'ai le souvenir de mon père prenant le poulain tout juste né dans ses bras, comme ça, pour lui donner aussi l'odeur humaine. J'ai le souvenir de scènes extrêmement fortes, comme ça, presque telluriques, qui nous ont, je pense, énormément marqués. C'est vrai que mon frère en a fait son métier. Après, dans une famille, quand quelqu'un s'empare quelque part d'une passion, c'est difficile pour les autres de s'en emparer également. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé dans la nôtre. Donc mon frère Vincent, lui, le deuxième, n'était pas vraiment dans les chevaux. Ma sœur et moi, on a été cavaliers jeunes, mais bon, moi, j'ai lâché ça pour la littérature, quoi, qui était toute ma vie. Et ma sœur d'ailleurs m'a suivi puisqu'effectivement elle est elle-même dans le milieu littéraire. Alors, point important aussi, tu fais partie de ces gens, et c'est pas forcément toujours le cas, qui communiquent sur pas mal de choses, pas uniquement tes succès, mais aussi certaines failles, certaines zones complexes, compliquées, sombres. Et là, une en particulier qui est marquante, c'est ce que tu as vécu à 6 ans, c'est un viol. Et tu as communiqué assez tôt sur ce sujet-là. C'est tôt, tout est éliminé, mais tu as communiqué dessus, et c'est pas la communication qui m'a étonné quand j'en ai entendu parler. C'est comment tu en parlais. Tu disais, tout ça est banal. En fait, c'est surtout que c'est quelque chose, moi, que je n'ai jamais caché, que je n'ai pas éprouvé le besoin de dire publiquement, d'abord parce qu'on m'a jamais vraiment posé la question. Mais c'est toi qui en as parlé la première fois. Je crois que la première fois, pour être très franc, c'est une question qu'on m'a posée publiquement, oui. Je crois que c'était dans un podcast de 2 jeunes filles que j'aime beaucoup, qui avaient un podcast qui s'appelle Coming Out, et qui interrogeait en fait sur les expériences de l'homosexualité, un certain nombre de personnalités. Et je crois qu'elles m'ont posé des questions sur ma petite enfance, et donc je me suis mis à en parler parce qu'elle me posait la question tout simplement. Pour être franc, ça n'est pas une période très heureuse de ma vie, l'enfance de fait. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû composer toute ma vie. C'est quelque chose auquel je pense encore tous les jours. C'est quelque chose qui reste en fait et qui reste pour toujours, qui vous tatoue quelque part. Qui vous marque et qui vous marque, ouais. Mais à quel moment... C'est-à-dire que quand je te dis ça, ça veut dire que ça fait vraiment partie de ma vie, ça fait partie de moi, et que pour me connaître, il faut sans doute savoir cela. Donc quand on me pose une question, j'essaie d'avoir l'élégance, si tu veux, de répondre honnêtement. C'est un petit peu comme mon homosexualité, ça serait très étrange en fait de ne pas en parler, de ne pas le dire, même si ces deux questions n'ont rien à voir. Quand tu disais banal, je fais exprès de parler de ce mot-là, parce que c'est malheureusement un fait
banales, ces violences qui peuvent être sexuelles, qui peuvent être psychiques, qui peuvent être physiques. Surtout dans une certaine génération, j'ai l'impression. Et milieu. Et milieu, exactement. C'est d'ailleurs quelque chose dont on ne parle jamais. Mais moi, si j'ai sans doute dit cette phrase, alors je ne sais pas si le mot est très juste, hein, et pardon de l'avoir employé s'il ne l'est pas. En tout cas, pour moi, ça me venait à l'esprit avec ce terme-là, banal. C'est que je ne suis pas une exception dans mon entourage, ni amical, ni forcément familial. Et je pense que cette expérience douloureuse de l'enfance, j'irais jusqu'à dire criminelle, hein, de l'enfance, en fait, malheureusement, pendant très longtemps, elle a été là, on n'en a pas parlé, et elle était impunie. Qui est la première personne à qui t'en as parlé? Je pense que ça doit être mes parents. Ah, ouais. Maman, papa? Ma mère, sans doute, ouais. Et combien d'années après? Quelques années après, quand même. Je pense une dizaine d'années plus tard. Ouais. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient très à l'écoute et qui m'ont entendu, qui m'ont cru. Qui t'ont cru, ça. Et déjà, je pense que ça fait une grande différence. Pour autant, est-ce que la marque s'en va? C'est pas sûr. Ça modifie quand même un rapport au corps, un rapport à l'autre, un rapport au monde également. Une forme de méfiance se met en place, une forme de dégoût peut se mettre en place aussi. Et une fragilité qui est à la fois un drame et en même temps, c'est terrible ce que je vais dire, mais une singularité. C'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte, en lisant récemment, je crois l'année dernière, le très beau livre de Neige Sino qui s'appelle Triste Tigre, qui est un livre qui a été couvert de prix et qui est un livre qui réfléchit sur l'inceste que Neige Sino a vécu lorsqu'elle était enfant. Un livre extrêmement fort. Alors bon, moi c'est pas exactement la même histoire, mais en tout cas elle a de ces pages extraordinaires à la fin du livre où elle dit « Il m'arrive de croiser dans la rue quelqu'un que je reconnais, on se reconnaît ». Elle dit « On n'est pas forcément amis, on n'est pas forcément proches, c'est pas une complicité, c'est juste une reconnaissance ». Et ça, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, parce que cette fragilité, j'ai pu la reconnaître à plein de moments dans ma vie. Et d'ailleurs, je vais te dire, c'est pas étranger que mon métier, c'est pas innocent, pardon, que mon métier, ce soit justement de rencontrer des gens, de les interroger, de délivrer leurs paroles. C'est peut-être aussi que je suis en quête perpétuelle de reconnaissance, de cette forme de reconnaissance. Je te remercie sincèrement d'en parler, d'en avoir parlé. Et d'accepter d'en parler encore, parce que je sais que c'est pas mon sujet préféré, on va pas se mentir. Mais c'est sûr, mais le temps long permet aussi ça, c'est que tu le dis très justement. Je pense que les gens ne peuvent pas savoir qui tu es, sans savoir et on le sait très bien, nos failles ou nos ombres qu'on n'a peut-être pas éclairées ou qu'on a laissées dans la pénombre pendant des années. J'ai compris que cet agresseur n'a pas été puni. Toi, c'est des sujets où, justement, quand j'avais creusé, je m'étais dit, tiens, il n'est pas allé quand même jusqu'au bout de... Non, c'est d'ailleurs assez intéressant, la façon, encore une fois, dont on compose avec cela. Pendant très longtemps, je me suis dit que je ne serais pas une victime. Je refusais catégoriquement d'être une victime. Et pour moi, le fait de laisser quelque part ce crime impuni, c'était une façon de gagner, de remporter une forme de combat. En fait, avec les années, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué. Malheureusement, le temps de prescription est passé? Non, c'est pas comme ça que je l'envisage. C'est juste que j'essaye de porter un combat dans ma vie qui n'est pas celui-là. Et qui est un combat pour... promouvoir l'éducation, l'information et la lecture auprès des personnes les plus vulnérables. C'est un combat pour lequel je me sens investi, légitime, pour lequel je me bats et je crains, si tu veux, la multiplicité de combats. Moi, c'est quelque chose aujourd'hui qui me gonfle profondément. Si tu veux, ces artistes, ces personnalités, ces journalistes aussi parfois, qui sont de toutes les causes. Je pense qu'en fait, une cause vient à être affaiblie. Donc là, c'est la posture
la posture de l'artiste ou la posture de la personne publique. C'est ça, en fait. Exactement, mais c'est ça, en fait. Parce que quand tu me dis tu n'en parles pas beaucoup, tu n'aimes pas en parler, c'est en tant que personne publique. Moi, les gens qui sont dans mon entourage, ils savent tout de ma vie. Mes très très proches, ils savent que c'est quelque chose auquel je pense tous les jours. Mes amis, la personne qui partage ma vie, elle sait que c'est pour moi le centre du monde. Mais pour autant, si tu veux, mon combat de personne publique, celui que j'ai choisi de mener, celui qui compte véritablement pour moi, ça n'est pas celui-là. Tu as parfaitement raison. Si je peux me permettre, beaucoup trop de personnes aujourd'hui en position de pouvoir vont continuer justement à être ces prédateurs, et que c'est important pour beaucoup de gens d'entendre quelqu'un comme toi, qui est ce personnage public, et dire « Les gars, c'est arrivé ». L'injonction à devenir porte-parole, elle est extrêmement violente également. Bien sûr. Et c'est quelque chose, moi, avec lequel, encore une fois, j'ai dû composer toute ma vie. Cette injonction-là, je la trouve terrible. Déjà, l'injonction à prendre la parole, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on ne force pas une victime. Tu sais, dans mon métier, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver confronté à des victimes. Et je me suis posé des questions éditoriales, des questions de journaliste, en fait, où je me suis dit, est-ce que je vais confronter mon invité à cela ? Ce que tu es en train de faire. Et ben, tu vois, plusieurs fois, je me suis dit non. Parce que je trouve que c'est extrêmement violent, à un moment donné, d'aller demander des comptes à une victime. Je trouve ça dur. Si la victime choisit, donc là, c'était mon cas, donc c'est pour ça que je te respecte et que je te réponds. Mais si la personne a choisi, si tu veux, d'en parler et de rendre ça vocal, il n'y a aucun problème. Mais si elle a choisi de le garder pour elle, je pense par exemple, c'est un cas intéressant, je peux en parler, à une interview que j'ai faite d'Eva Green. Eva Green, il me semble, donc cette comédienne, fille de Marlène Jobert, et il me semble que Marlène Jobert, quelques jours avant l'interview que je faisais d'Eva Green, avait déclaré et dit publiquement que sa fille avait été une victime d'Harvey Weinstein. Moi, je me suis retrouvé dans un studio avec Eva Green et s'est posé pour moi la question de savoir si j'allais la confronter à la parole de sa mère. À partir du moment où Eva Green n'avait pas pris la parole elle-même pour parler de cette agression, j'ai considéré que ça n'était pas à moi de le faire. Mais pour te répondre, il m'est arrivé dans certaines émissions de ne pas en parler, mais que ce soit là, que ce soit présent. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus fort. Je prends l'exemple d'un écrivain qui s'appelle Claude Ponty, qui est un écrivain pour la jeunesse, qui n'a jamais fait mystère du fait qu'il a été agressé quand il était jeune. Et on n'en parlait pas du tout. Et je me souviens, c'est une scène qui m'a énormément marqué. À la fin, au milieu de mon émission, à la radio, il y avait un disque. Donc j'ai lancé le disque. Et là, il m'a pris la main et il m'a dit « Et vous, c'était quand? C'était qui ?» Eh bien ça, tu vois, c'est la reconnaissance dont je te parle. Je n'avais pas eu besoin de parler de ce sujet-là. Il était là, il était présent, il avait compris, il avait senti. C'est un des moments les plus forts de mon parcours de journaliste. Et je te dirais même un des moments les plus forts de ma vie. Tu parlais de ton engagement, de ton combat. Tu en as donc un en particulier, on va passer un peu de temps dessus. Ça s'appelle Bibliothèques sans frontières, c'est la capacité d'apporter la culture, la lecture, les jeux, l'information, l'éducation aussi. Au plus grand nombre. On y reviendra dans quelques minutes, mais pour arriver à là, on va continuer justement ton parcours. Ces années, on a compris, d'enfance sont, pour cette raison, pas des meilleures années. Tu aimes la lecture très tôt, très jeune. On a parlé de ta maman, il faudrait aussi parler de ta grand-mère. Et ton grand-père, ta grand-mère qui est bibliothécaire. Alors, qui a été bibliothécaire, effectivement. Oui, bien sûr, qui a été bibliothécaire. Et donc, cet amour des livres, il est présent. Bon, déjà, j'ai eu la chance de vivre, Alexandre, et je parle bien de chance, je pourrais parler de privilège, de vivre dans une famille, de naître dans une famille où la lecture avait son importance, où le livre était un objet culturel qui était valorisé. Alors, te dire qu'il était valorisé de la meilleure des façons, pas forcément. Je me souviens que mon grand-père, par exemple, avait des livres reliés, tu sais, comme à l'époque, on reliait certains livres, parce que c'était aussi un objet symbolique, un objet qui culturellement faisait bien.
Pour autant, c'était un lecteur, et pour autant, ma grand-mère maternelle était une immense lectrice également, et tous les deux, c'est-à-dire mon grand-père paternel et ma grand-mère maternelle, ont participé de cette joie immense qu'est la lecture encore aujourd'hui pour moi. Ma grand-mère maternelle en m'apprenant à lire, tout simplement avec des lettres de Scrabble, comme on faisait à l'époque avec des petits-enfants. C'est pas très Montessori. Non, mais c'est devenu un jeu, et si tu veux, dans une famille, je sais pas, je pense, t'as plusieurs enfants? Oui. Donc t'as vu comme un enfant, le deuxième, prend l'espace que le premier lui laisse. Alors moi, mes deux frères aînés n'étaient pas des grands lecteurs, si tu veux. Et donc moi, ça a été mon grand truc. Et voilà, et ça a été mon domaine, mon espace. Là où tu sublimais, quoi. Et je suis devenu surtout un peu le monsieur lecture de la famille, si tu veux. C'était mon rôle. Il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent à quel point Augustin est obsessionnel sur la lecture. Je lisais ce que tu disais. Un jour, quand tu avais perdu ta valise, et donc tes livres étaient dans ta valise. Et là, pour toi, la lecture était tellement importante. C'est vraiment vrai que tu prenais la bouteille et tu lisais tout ce qu'il y avait sur cette bouteille. Oui. C'est réel. C'est une anecdote que raconte souvent mon frère, parce que on était ensemble, en fait. La valise avait été perdue, et effectivement, je me suis mis à lire de façon frénétique les indications sur une bouteille d'eau minérale sur l'île sur laquelle on se trouvait. Ça faisait beaucoup rire mon compagnon de l'époque et mon frère avec qui on était en vacances. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la drogue aussi. C'est-à-dire que pour moi, l'expérience de lecture, c'est aussi une expérience qui me calme. Je suis très anxieux, je suis assez actif, pour ne pas dire hyperactif à certains endroits. Et l'expérience de lecture, c'est un moment où le cœur se met à battre moins vite, où je suis vraiment dans un état, sinon de transe, du moins de calme, en fait, et de félicité. T'arrives à lire n'importe où? Oui, j'arrive à lire n'importe où. Je peux même lire avec de la musique, je peux même lire avec des gens autour. Pour autant, comme c'est mon métier et que j'essaie de faire attention, et puis je travaille chez moi la plupart du temps, donc je suis seul. Mais j'arrive à lire tout le temps. Hein. J'aime bien ce que tu disais sur cette partie d'espace que tes frères t'avaient donné. Donc ça a certainement expliqué cet amour, ou en tout cas ce temps passé. Il n'empêche, est-ce que tu te souviens de ton premier livre qui t'a bouleversé? Pas celui que tu as lu, mais celui qui t'a dit, il y a un truc là. Alors tu sais, moi je suis né en 79, donc la littérature jeunesse n'était pas aussi développée qu'elle l'est aujourd'hui. Je pense que la littérature qu'on nous faisait lire, c'était La Comtesse de Ségur. J'ai eu une éducation franco-britannique, donc j'ai aussi lu les livres de Béatrix Potter, ces livres illustrés absolument magnifiques en Angleterre. Donc j'ai des souvenirs épars. Ce qui est certain, c'est que très vite, mon grand-père paternel, c'est là où il intervient, m'a quelque part introduit à la lecture et à la littérature, pardon. Il m'a introduit à la littérature, c'est-à-dire qu'il m'a fait apprendre par cœur, comme un petit singe savant, des extraits. Je me souviens l'épitaphe de Jean de La Fontaine qui me faisait réciter sous le tilleul à Saint-Bonnet-de-Rochefort en Auvergne devant ses amis. J'étais vraiment, tu vois, le petit singe savant qui venait réciter cette épitaphe que j'ai oubliée aujourd'hui. Et il disait, mon grand-père, oui, mais le jour où il le citera à l'oral de l'ENA ou un truc comme ça, il aura une bonne note. C'était très mal connaître ses études qu'il n'a jamais faites en réalité. Sinon, il saurait que il aurait su. C'est un peu plus compliqué voilà, que ça. C'est pas exactement ça. Il n'empêche, avoir une bonne mémoire aide quand même beaucoup. Il a raison là-dessus. Oui, mais surtout, il m'a fait découvrir énormément de livres et il m'a donné des livres. Et j'ai le souvenir notamment d'avoir. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans son salon en Auvergne, tous les murs étaient recouverts de livres. Mais c'est-à-dire tous. C'est-à-dire que c'était comme si on entrait dans une grotte, et c'était très impressionnant pour le petit garçon que j'étais, surtout le petit garçon fasciné déjà par les lettres et par la lecture. Donc pour moi, c'était le plus grand lecteur du monde. Et donc je lui avais fait la promesse de lire tous les livres du monde, tous. Ce qu'évidemment je n'ai pas fait, évidemment. Il y a peu de chance que tu y arrives. Mais ce sont des histoires, si tu veux, qui sont comme des légendes familiales, mais qui sont importantes. Quel âge, là, quand tu dis ça ? À l'époque, je pense que je devais avoir 6 ans, 5 ans ou 6 ans, tu vois. Je lui avais dit, grand-père, moi je lirai tous les livres du monde. Et je me souviens de l'avoir piqué un livre, surtout un jour, d'avoir pris un de ses livres reliés. Et je me souviens que c'était une figure très imposante, mon grand-père, qu'il est rentré dans son salon, qu'il m'a vu, il criait très fort, il disait « Oh, nom de Dieu !» C'est un Auvergnat. Et j'ai fait tomber le livre, et j'ai ramassé le livre, et il l'a ramassé, ça même, tu vois, quand j'en parle, et il l'a ramassé en même temps.
et il m'a dit je te le donne. Et ce livre, c'était l'Iliade, et je l'ai toujours relié, comme on le faisait à l'époque, sur ma table de nuit aujourd'hui. Wow. Voilà. Et il reste sur la table de nuit. Oui, et c'est magnifique que ce soit l'Iliade aussi, puisque l'Iliade, ce sont les origines du roman, quelque part. Ce cadeau qu'il m'a fait, c'était une promesse, c'était la promesse... sinon d'un destin, du moins d'un parcours, un parcours qui m'occupe encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, c'est celui qui est à côté de toi quand tu t'endors. Ouais, enfin j'en ai plein. Hein. Mais c'est celui qui fait la base. J'ai aussi le goût de la radio. C'est un peu tout. J'ai plein de Mais il y en a qui changent, à mon avis, celui-là il reste en tout cas. Ah oui, il reste. On parle d'études. C'est un sujet important pour la famille, les études, parce que tu deviens normalien. C'est quand même un sujet. Pas tant, à mon avis, pour mes grands frères ou pour ma petite sœur, mais pour moi, oui, parce que c'était mon espace, en fait. L'école, la lecture, et puis après l'école, j'étais un très bon élève. Et je me souviens que maman était assez compétitive quand même, c'est-à-dire qu'elle me disait... Enfin, elle avait des grandes ambitions pour moi. D'ailleurs... C'est quoi son ambition pour toi? Je pense qu'elle était enseignante, que ma grand-mère, comme je le disais, avait été bibliothécaire. Et tu sais, il y a un adage à l'école normale sup, on dit grand-père instit, grand-parent instit, parent prof, enfant normalien. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de cet ordre-là pour elle, et je peux le comprendre. C'était vraiment la plus belle école. Et c'est vrai que c'est une belle école, l'école normale supérieure. Et quand j'ai intégré, j'ai vu pour le coup dans ses yeux... une immense fierté. Dans les yeux de mon père, j'ai vu autre chose, parce que mon père, pour lui, c'était une façon de briller, quelque part, normal sup. Je lui disais d'ailleurs toujours, mais tu sais, moi j'ai envie d'intégrer, parce que j'ai pas envie de passer ce concours. C'est-à-dire, on fait pas autant d'années, on travaille pas autant pour gagner le Trivial Pursuit à Noël, quoi. J'ai vraiment envie d'avoir ce concours. Mais maman, j'ai l'impression qu'il y avait en elle vraiment une grande fierté. Pour elle, c'était quelque part un accomplissement, une porte d'entrée dans le monde. Pour être très franc, il se trouve que j'ai quitté l'éducation nationale pour continuer à travailler dans la fonction publique, hein, en radio et en télévision. C'est très important pour moi, peut-être qu'on pourra y revenir, mais j'ai quitté l'éducation nationale. Et je l'ai toujours, moi, vécu comme une forme de trahison. Et je pense que c'est lié justement à la fierté dans les yeux de ma mère. Ouais. Et justement, quand tu es parti, la première chose qu'elle m'a dit, par exemple, quand j'ai intégré, c'est quel dommage que ta grand-mère ne soit pas là pour le savoir. C'était vraiment quelque chose qui venait de loin. Quand je suis parti de l'ENS, tu veux dire? Ouais, quand tu as quitté justement ton statut d'enseignant, quand tu as dit ça à ta maman, elle t'a regardé, elle t'a dit... Non, non, parce qu'en fait, déjà, je pense qu'à l'époque, je travaillais sur France Culture et je pense que c'est le moment où le Grand Journal de Canal+ m'a appelé, ou Ronald Van Kim m'a appelé pour intégrer le Grand Journal de Canal+, et elle a compris que j'aurais pas le temps, en fait, tout simplement. Parlons d'une profession pas assez payée, essentielle pour justement... développer les générations futures, l'éducation, en particulier les professeurs, puisque tu as été toi-même enseignant. Moi, c'est un métier, si tu veux, que j'ai voulu faire, que j'ai commencé à faire. C'était une vocation, c'était très important pour moi. Et de voir le traitement des enseignants en France, ça relève pour moi, encore aujourd'hui et régulièrement, je te dirais presque quotidiennement, du scandale. Là, on est en rentrée scolaire et je crois que ça relève véritablement du scandale. Quand on sait qu'un enseignant célibataire ne peut pas vivre à Paris, par exemple, parce qu'il n'a pas les moyens, parce qu'il n'est pas payé suffisamment pour vivre seul à Paris, pour pouvoir enseigner, je trouve que c'est le signe d'une société malade, Alexandre. Et je trouve que s'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faudrait intervenir d'urgence, c'est ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a, avec beaucoup d'ironie, rembarré Anne Hidalgo quand elle a proposé de doubler ou de tripler le salaire des enseignants, alors que pour moi, c'est une mesure absolument centrale. Donc, et à l'origine, à mon avis... Donc c'était une proposition de la maire de Paris, Anne Hidalgo, quand elle était candidate à l'élection présidentielle. Non, mais si tu veux, moi, c'était pas ma candidate, si tu veux, même que je te parle franchement. Oui. Je fais ce métier de journaliste depuis maintenant 15 ans, un peu plus de 15 ans. Quand j'ai des potes ou des gens que j'ai perdus de vue, qui étaient avec moi à l'école normale sup ou qui étaient avec moi dans un établissement où j'ai pu enseigner, une université où j'ai pu passer en tant qu'enseignant ou autre, qui m'appellent et qui me disent aide-moi à changer de métier, aide-moi à faire autre chose que prof, j'en peux plus, je gagne pas ma vie, je suis en train de rater ma vie, ça me fout hors de moi. En fait, je trouve que là, il y a une responsabilité de la société, mais aussi de nos gouvernants, de l'État, voilà. Et donc, c'est aussi avec notre petite
émission, l'optique de le dire. Et je fais la même chose avec nos aides-soignantes, avec nos soignantes, nos infirmières. Il y a des métiers qui sont exceptionnels, qui sont tellement importants et qui sont sous-payés. Et pour aller plus loin, une base. Oui, quand ils sont sous-payés, ils sont aussi très souvent sous-considérés socialement, politiquement, culturellement. La parole de l'enseignant n'a plus la même valeur. C'est intéressant ce que tu me disais tout à l'heure, parce que je ne l'avais pas vu arriver celle-là. Je te vois partir de l'éducation nationale, donc fonctionnaire, et je te vois aller dans le monde médiatique. Et toi, tu arrives à le spinner, c'est assez fort, en disant « Oui, je vais dans le monde médiatique, mais service public. » J'ai toujours travaillé sur le service public. C'était très important pour moi d'avoir toujours un ancrage sur le service public. Okay. Et d'ailleurs, ça a été le cas depuis toujours. D'abord à France Culture, puis à France Inter, puis aujourd'hui à France Télévisions. Si tu veux, ce métier, il faut que tu l'entendes. Pour moi, c'est pas seulement un métier, c'est une mission de service public. Et c'est très important pour moi de promouvoir la lecture, la culture, de partager la joie qui est la mienne depuis le plus jeune âge, de partager aussi peut-être tout ce qui a été pour moi matière à savoir et matière à penser et que j'ai eu dans les livres. Cette joie, si tu veux, contagieuse, il est de ma mission de pouvoir la partager. Mais il n'y a pas que le service public qui doit porter ça, on est d'accord. Mais le service public a une mission. Et c'est un mot d'ailleurs qu'on n'emploie plus jamais, la mission de service public. Moi, si tu veux, je m'étonne toujours que ces journalistes du service public, tu sais, qui s'en vont, ils fassent des pétitions en disant « c'est scandaleux, j'ai perdu mon travail ». Bah non, le service public, ça doit tourner, on vous donne une mission, quand elle s'arrête, vous dites merci. Vous dites merci, et parce que c'est ça en fait, c'est toute la différence entre une chaîne publique, de service public, et une chaîne privée. Ça n'est pas pareil. Et pour moi, si tu veux, si c'est important, mais je suis très honnête avec toi, si c'est important, c'est parce que ça relevait autant d'une mission que d'un métier. Tu te retrouves dans ce monde d'enseignants, et là, je te retrouve dans le monde du service public, mais des médias. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as rencontré... Et pourquoi? Parce que dans un des livres que j'ai écrit, le dernier que j'ai écrit récemment, qui s'appelle Pause, j'ai cette question sur les rencontres. Ces rencontres, ces moments magiques. Parfois, tu ne te rends pas compte tout de suite. Mais il y a ces moments-là dans nos vies, c'est le destin qui fait que tu vas rencontrer quelqu'un dans ton chemin. Comment ça s'est passé, toi, pour que tu bifurques comme ça? Mais je pense que tu as raison, Alexandre. Ce sont effectivement des rencontres, des moments qu'on n'attendait pas forcément et qui subrepticement orientent un parcours. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose avec le livre. Enseignant, libraire, pourquoi pas journaliste d'ailleurs. Mais je sais que j'ai fait un stage jeune à France Culture et que j'ai rencontré quand même des gens extraordinaires, comme par exemple celle qui était directrice des programmes de France Culture à l'époque, qui s'appelle Laurence Bloch, qui est devenue par la suite directrice de France Inter et qui a accompagné mon parcours pendant très très longtemps. Ça, c'est une rencontre extraordinaire. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance, a su me saisir, a su me rassurer et surtout a su me donner la possibilité d'être libre et d'être moi-même, parce que ça tient à ça. Une fois que j'avais fait ce stage, j'avais laissé quelque part un souvenir, une trace. Augustin, le petit Augustin. Trace, ouais, c'est ça. Et donc Laurence très gentiment m'avait appelé et m'avait dit: est-ce que ça vous amuserait, vous êtes jeune, vous êtes dynamique, de participer à une émission qui était celle à l'époque de Joseph Massescaron, qui s'appelait Jeux d'épreuves, qui était une émission de critique. À l'époque, j'avais également commencé à signer en presse écrite dans le magazine Elle et dans le magazine littéraire. Toujours ces extrêmes, toujours cet éclectisme qui est si important pour moi. Et donc j'ai commencé à faire des chroniques à la radio. Et puis petit à petit, on m'a confié une première émission de radio. Tu étais à la radio, tu écrivais, et là je vais te retrouver au Grand Journal. Là aussi, une évolution, on est en 2012, hein, c'est il y a quelques années de ça. Mais cette évolution-là, ça aussi, c'était un chemin égotique, tu penses? Pas du tout, c'était une suite logique pour toi? C'était une rencontre, évidemment. Oui, alors je me pose pas les questions dans ces termes-là. Moi, en fait, pour être très franc, on ne regardait pas la télé quand on était petit. On n'avait pas vraiment la télé. On avait le droit de regarder Bouillon de culture et Apostrophe. C'était vraiment les émissions qu'on avait le droit de regarder. C'était la grand-messe. Mais on n'avait pas trop le droit aux écrans. C'était pas une famille où les écrans étaient valorisés. Il y avait un écran à l'époque. Hein. Voilà. Une vieille télé dégueulasse dans le sous-sol. Il n'y a pas de tablette. Je me souviens. Et si tu veux, moi déjà, quand j'ai été contacté par Michel Denisot et Renaud Levent-Kim, donc Michel Denisot qui présentait le Grand Journal et Renaud Levent-Kim qui le produisait,
sujet, c'est parce que tout simplement leurs épouses, et Renaud aussi, écoutaient mon émission sur France Culture qui s'appelait Le Carnet d'Or. Donc si tu veux, moi, ils m'ont parlé quand même de mon travail, et moi, ils m'ont demandé de faire mon travail, c'est-à-dire de prescrire, de partager des lectures. Donc j'avais pas l'impression, si tu veux, de faire autre chose. En revanche, pour être franc, j'avais pas prévu la violence que ça pouvait représenter et de façon plus intéressante l'addiction que ça pouvait représenter. C'est-à-dire que je me souviens, ça va t'amuser, la veille de la rentrée du Grand Journal, j'ai dîné avec Léa Salamé, qui à l'époque était sur une chaîne d'infos, et elle avait travaillé avec moi à France 24, donc on avait déjà fait un peu de télévision ensemble. Je courais dans les couloirs de France 24 pour faire ma chronique littéraire en français et ma chronique littéraire en anglais. Et Léa me dit, parce qu'elle était déjà très acquise à ce que c'est que le monde médiatique, elle me dit, tu vas voir, ta vie va complètement changer. Donc c'est vrai que le Grand Journal à l'époque, c'était énorme. Et je me souviens d'avoir eu comme un vertige, je la croyais sans la croire, mais une semaine après, effectivement, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire « Augustin, quel livre est-ce qu'il faut lire ?» Et ça, c'est quand même un changement absolument radical dans une vie. Ça a été absolument radical. Ce qui est intéressant, c'est que le Grand Journal s'est arrêté et j'ai pas eu pendant tout mon parcours la même reconnaissance publique. Et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait, sinon représenter un manque, du moins être une forme de vertige, quoi. C'est-à-dire que maintenant... Tu comprends pourquoi souvent les gens voient ça comme les politiques, en fait, comme une drogue? Tu disais une addiction, c'est ça? C'est quoi? C'est de ne plus être reconnu? En fait, je pense que ça vient de très loin. On parlait de reconnaissance au début de notre conversation, et d'ailleurs dans des termes que j'ai jamais employés. C'était très émouvant d'en parler comme ça avec toi. Mais je pense que la question de la reconnaissance, elle est fondamentale pour me comprendre. C'est-à-dire que j'ai toujours été en quête de cette reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est pas que les gens te saluent, te disent bravo pour ce que tu fais. C'est bien une reconnaissance. C'est-à-dire c'est bien une façon de se trouver, en fait, de se comprendre. Et ce qu'il faut expliquer, c'est que quand tu étais plus jeune, les gens ne t'écoutaient pas. Bah c'est ça, exactement. C'est ça. Exactement. Et à plein de moments dans ma vie, on m'a pas écouté. Ouais. Alors, on m'écoutait pas parce que c'était une famille très nombreuse. On m'écoutait pas parce que je parlais beaucoup pour ne rien dire. Je faisais sans doute un petit peu le clown. Et on m'écoutait pas sur des sujets sans doute plus importants et plus tragiques, qui ont été difficiles à faire sortir et dont on parlait tout à l'heure. Donc, si tu veux, cette question-là, elle est fondamentale. Et tu sais pourquoi on fait de la radio, en fait? Pour qu'on nous écoute. Pourquoi on fait de la télé? Pour qu'on nous regarde. C'est-à-dire que c'est pas normal de se retrouver à un moment donné sur un plateau, avec 14 caméras qui te regardent et qui sont pointées sur toi. Faut avoir un problème psychologique. Il faut avoir cette volonté d'être regardé. Surtout quand on sait la violence du regard. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on le sait plus que jamais. On sait à quoi on s'expose. On sait à quelle violence, en fait, on va être confronté, quelquefois pour un nœud de cravate mal noué, mais le plus souvent pour une phrase qu'on a dite et qu'on pourrait désavouer le lendemain. Parce qu'en réalité, la vie, elle est complexe, les gens sont complexes, on est tous pleins de paradoxes, on est des êtres de paradoxes et d'imperfections. Et quand on dit quelque chose un jour, mais peut-être que 2 heures après, on va le remettre en question. Sauf que, comme tu l'as dit, et que ça a été incrusté sur une bobine, on te le sortira 10 ans après en disant « tu as dit ça ». Non seulement on te le sortira 10 ans après, mais surtout on va figer cette pensée-là comme constitutive de ce que tu es. Mais attendez, merci de nous laisser quand même la possibilité de nous remettre en question, ne serait-ce que de nous remettre en question. Moi, mon travail, il est aujourd'hui plus que jamais sans cesse de penser contre moi-même. Sans cesse. C'est-à-dire que dès que je suis attiré vers quelque chose, alors que ce soit un livre, un invité, un potentiel invité, je veux dire, c'est toujours d'essayer de me poser la question de la raison pour laquelle je suis attiré par ce texte et qu'est-ce que ça dit de moi et qui je pourrais inviter qui, précisément, ne produirait pas le même attrait, si tu veux, pour pouvoir essayer de composer des plateaux qui soient plus justes. Grand Journal, une rencontre importante, quelqu'un qui t'apprécie énormément. Tu l'as évoqué, Renaud Levainquim, qui est un
des plus grands producteurs français, producteurs, réalisateurs. Tu le diras ce que tu en penses. Voilà, mais en tout cas, moi, pour le connaître, la chance de le connaître, c'est quelqu'un d'un talent immense, qui est un des cofondateurs d'un nouveau média que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent, qui s'appelle Brut. Et dans cette émission, nous avons des pauses amicales, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aiment bien l'invité, qui posent une question, donc on va l'écouter. Salut Augustin, tu as failli être le présentateur de 28 minutes, l'émission quotidienne de Arte, présentée aujourd'hui par Elisabeth Klein, et je me suis toujours demandé si tu aurais préféré présenter 28 minutes ou être chroniqueur, ce que tu as fait, littéraire au Grand Journal de Canal+. Ah, ça j'étais pas au courant. En fait, Renaud, raconte-nous un peu ta relation avec Renaud. Donc Renaud, pour moi, Renaud, c'est... Alors, on parlait tout à l'heure des gens que j'admire, les gens qui ont du courage. Je me rends compte, puisqu'on parlait de Laurence Bloch tout à l'heure, que c'est vraiment un point commun qu'ils ont tous les deux. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui travaillent énormément, qui ont énormément de courage et qui ont fait tous les métiers, pour l'une de la radio et pour l'autre de la télévision. Moi, ce que j'admire le plus chez Renaud Levant-Kim, c'est qu'il a commencé en tant qu'assistant réalisateur et qu'il a fait tous les métiers de la télévision. Et si tu veux parler avec quelqu'un qui connaît ces métiers-là de l'intérieur, c'est vraiment parler avec quelqu'un qui connaît la télévision. Donc ça, c'est extraordinaire. Renaud Levant-Kim, que je ne connaissais pas, écouté mon émission et m'a contacté. Et c'est vrai, il a raison. Il m'a fait faire des auditions pour présenter 28 minutes. Et d'ailleurs, Léa Salamé, dont on parlait tout à l'heure, était une des finalistes également. On était tous là. C'était assez marrant. Le destin de ne pas avoir été pris. Non, mais c'est surtout que c'est Renaud qui choisissait. Et il dit ça, mais il oublie de dire que c'est lui qui m'a pas pris. Oui, et Renaud a décidé, du moins c'est ce qu'il m'a dit par la suite, que ce serait mieux pour moi de venir parler de littérature au Grand Journal, qui, je le rappelle, était quand même la grande émission. Hein. C'était vraiment la grand-messe à l'époque. Ne t'excuse pas de ne pas t'avoir été pris sur 28 minutes. Non, mais en plus, je pense que moi, en fait, si tu veux, la télévision, pour moi, comme je te le disais, c'était pas vraiment central, et c'était parce que c'était pas un objet que j'avais chez moi, et j'avais pas été élevé avec la télévision. En fait, moi, si tu veux, le Grand Journal du Canal+, je savais même pas que ça... Enfin, je le regardais pas. C'est-à-dire que je savais même pas son impact. Il a fallu que Léa Salamé me le dise pour que je le comprenne. Et puis tu l'as vite compris quelques jours après. Voilà. Jusqu'à ton papa qui a lu La Montagne. N'oublions pas, c'est un moment essentiel aussi dans l'impact que ça a. On parle de Renaud, juste pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment bien Renaud, je lui conseille d'écouter, parce qu'il est venu sur Pause, raconter son histoire qui est incroyable. Et il est d'une humilité alors qu'il a tout fait, et tu sais quoi ? Tout bien fait, ce qui est quand même assez rare. Oui, et puis surtout, peut-être que tu peux noter, c'est que c'est aussi un visionnaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que moi qui m'a toujours fasciné, c'est qu'il est capable de voir avant nous ce que ça sera, ce que en l'occurrence la télévision sera. Et quand il a créé Brut, par exemple, en fait, les gens le regardaient un petit peu comme s'il était fou. Aujourd'hui, on voit l'impact de Brut. Moi, je collabore avec Brut, notamment pour le Festival de Cannes. Si tu veux, c'est quand même le seul média, ça fait 15 ans que je fais ce métier, où mon petit-neveu de 8 ans et ma mère, qui n'a pas le même âge, même si je ne vais pas le dire parce qu'elle serait vexée, ont regardé cette vidéo. Tu vois, ça, c'est extraordinaire d'avoir quand même créé ça. Donc, après Grand Journal, on parle de Grand Journal, on te retrouve sur d'autres émissions, c'est Le Cercle, c'est 21 cm, c'est Boomerang, pas vraiment sur ces émissions, parce que ça a été des moments, je suis persuadé, surtout ceux qui ont duré, de bonheur intense, avec tes équipes, avec certains invités, mais c'est plutôt ces invités-là. Parfois, ils sont imposés, c'est toujours toi qui les choisis, qui les acceptes, même quand c'était Le Cercle, c'était, c'est toi qui, tu pouvais, ça a souvent dit non, je veux pas. Alors déjà, j'ai toujours eu effectivement une équipe de programmateurs, parce que c'est un vrai métier, la programmation à la radio et à la télévision. J'ai toujours eu une équipe de programmation avec qui je discute énormément, mais j'ai toujours eu le mot final. Et pour moi, c'est un luxe, hein, mais pour moi, c'est très très important, parce qu'en fait, si tu veux, une interview, moi je fais des interviews. Une interview, il faut y croire. Il faut avoir envie de rencontrer la personne, sinon ça sert à rien. Sinon, tu n'arriveras à rien tirer. Bien sûr. Non, il faut vraiment que ça émane d'un désir. Mais alors attention, ça peut être quelqu'un qui me gêne. Ça peut être quelqu'un qui...
contre qui j'ai envie de m'élever. Ça a pu m'arriver, pas souvent, parce que c'est pas exactement ma façon. C'est surtout que c'est pas vraiment ma façon d'envisager l'entretien. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour le fait culturel, et je trouve que c'est pas mal d'aller choisir en fait des gens dont on a envie d'apprendre quelque chose. Mais bon, ça a pu m'arriver, mais en tout cas, il faut qu'il se passe quelque chose. C'est très important que ce soit ma programmation. Et donc, celui à qui ça se passe tout le temps, il se passe toujours quelque chose, c'est qui? Tu veux dire comme invité? Ouais. Tu dis à chaque fois, ça va être un bon moment. Alors, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire c'est trop facile. Si tu mets la pièce, t'as même pas besoin de Non, mais c'est surtout qu'en fait, si t'écoutes bien, une fois que t'as mis la pièce, ce sont souvent des paroles qui sont pas des paroles très intenses ou très intéressantes, si tu veux. Pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Moi, je dis toujours, le pire invité, c'est celui qui parle trop bien. Toujours. Tu sais, d'ailleurs, il y a des... Alors que toi, tu parles extrêmement bien. Mais attends, moi, je suis pas un artiste. Non, je suis pas un artiste. Bien sûr que non. Je suis un invité quand même. Non, mais je suis quelqu'un dont le métier est justement de délivrer une parole complexe. Parce qu'en fait, la parole de l'artiste, c'est une parole très complexe. Tu as pu t'en rendre compte puisque tu en as interviewé. Ce sont des gens, si tu veux, qui sont entièrement libres, souvent, de dire ce qu'ils veulent, mais c'est une parole qui tremble, qui trébuche. C'est une parole un petit peu anarchique. Quelquefois, ils disent n'importe quoi. C'est d'ailleurs réjouissant. Et moi, je pense qu'on en a besoin. Mais c'est une parole complexe, si tu veux. Interviewer Brigitte Fontaine en direct à la radio à 9h du matin, je te le conseille, tu verras, c'est extraordinaire. Quand tu lui poses la question, Brigitte Fontaine, qu'est-ce que c'est être féministe? Elle te répond, ne pas être québécoise. Moi, je l'ai vécu, ça, si tu veux. Bon, bah là, tu il faut rebondir. Bon, non, mais là, elle a fait une réponse Rapnard. Bah, non, mais tu te dis, c'est un moment ina, quoi. C'est-à-dire qu'on va le prendre, on va en faire une archive, quoi. Tu vois. Donc, tu vois, pour moi, c'est intéressant, cette parole un peu complexe qu'il s'agit de délier, qu'il s'agit de délivrer. J'aurais pas pu être intervieweur politique ou intervieweur médiatique. C'est-à-dire que les gens qui parlent trop bien, ça m'inquiète. Ça t'inquiète. Et qui tu n'as pas eu que tu aurais aimé avoir? Il y a quelqu'un qui est jamais venu. La chanteuse canadienne Joni Mitchell qui est très importante pour moi et qui est toujours vivante. Tu vois, j'ai tatoué sur mon bras une de ses chansons. C'est pour ça que les tatouages chez Augustin prennent à peu près tout son corps. Parce que comme c'est des chansons entières... Non, c'est des textes, c'est la seule chanson. C'est des textes de littérature. Mais c'est la seule chanson. Et c'est une chanson qui est tellement importante pour moi, qui est tellement au cœur et au centre du monde pour moi que j'aurais aimé en parler. Pourquoi elle n'a pas voulu? Ah non, en fait, elle a été très malade quand j'avais une émission, Boomerang en l'occurrence, où j'étais susceptible de pouvoir l'inviter. Aujourd'hui, je crois qu'elle va beaucoup mieux puisqu'elle rechante. Et donc, un peu. Bon, elle est plus toute jeune. Ouais. Hein. Mais, et ça, pour moi, elle a réinventé la musique. Ouais, donc, c'est important. À ce point-là. Ouais. Tu parles avec vraiment toujours beaucoup de passion des gens que tu aimes ou que tu admires, parce que tu en admires un certain nombre, que ce soit les écrivains, on entend là aussi pour des musiciens. Ou toi-même, est-ce qu'à un moment tu t'es dit, mais moi j'aimerais bien passer de l'autre côté? Alors pas du tout. Jamais. En revanche, tu viens de dire un mot hyper important pour moi, qui est le mot admiration. Aujourd'hui, c'est très mal vu d'admirer. Aujourd'hui, quand on admire, on a l'impression qu'on serre l'invité, pour ne pas dire qu'on le suce. Et ensuite, je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'admirer. Parce qu'admirer, c'est se mettre en retrait. Admirer, c'est à un moment donné décider qu'on n'est plus le centre du monde. Admirer, c'est avoir l'humilité, à un moment donné, d'apprendre quelque chose de l'autre. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Et je ne comprends pas, en fait, ce monde où on renie l'admiration comme ça. Moi, quand j'invite quelqu'un, c'est aussi parce que je l'admire. Et tu arrives à admirer un texte si tu sais que celui qui l'a écrit est une catastrophe? Oui, bien sûr. La littérature, c'est pas, comment on pourrait dire, c'est pas seulement une vision du monde, c'est pas seulement quelque chose de référentiel. La littérature, elle est aussi métaphorique, et la littérature, c'est aussi une construction, un art, un artisanat même. Et quelquefois, je peux admirer une construction absolument magnifique. Par exemple, j'admire la langue de Sade. J'admire la façon dont le marquis de Sade pense, même si c'est une pensée malade. J'admire la façon dont cette pensée se construit. J'admire la façon dont il lutte quelque part, pour parler du marquis de Sade, contre la censure en écrivant de façon ininterrompue, comme une forme de contre-censure. C'est ce que disait Roland Barthes à son sujet. Je trouve ça extraordinaire. Pour autant, le type en question, si je le rencontrais, je pense pas que je l'admirerais beaucoup. Ouais. Imposteur. Est-ce que toi qui as fait et qui fais cette carrière-là, quand tu te retrouves à la Grande Librairie, qui pour toi
le Graal, une quête quasiment impossible pendant un certain nombre d'années. C'est surtout une mission, comme je te disais tout à l'heure. C'est une mission d'y atteindre ou une mission de la présenter? Non, quand on me l'a... Non, moi, j'ai jamais eu ce rêve-là, en fait. En fait, moi, j'ai eu une chance incroyable dans ma carrière, c'est que j'ai jamais été en demande. Faut que tu comprennes, j'ai jamais écrit ça me paraît fou de le dire, mais j'ai jamais écrit un CV en fait, ou même une lettre de motivation pour être pris quelque chance, part. Toi, les gens viennent te chercher. Tu sais oui, mais j'ai eu énormément de chance. Vous n'êtes pas nombreux comme ça. Moi, tu sais que tous les jours, je dois taper aux portes. Mais bien sûr, et en ce sens, j'ai eu énormément de chance. D'ailleurs, je mesure ce que c'est que ce privilège. Je le mesure tous les jours. C'est une des raisons pour lesquelles, dans mes recrutements, je fais extrêmement attention. Mais si tu veux, moi, c'est pas que j'en rêvais. Pour moi, c'était François Bunel. Et François, que j'aime beaucoup, qui a toujours été comme un grand frère pour moi, ne comptait pas quitter la grande librairie. Quand il me l'a proposé, là... J'en ai beaucoup parlé avec lui et j'ai compris que pour lui, c'était une mission de service public et qu'on avait ça en commun. Et que c'était quelque chose de faire en sorte que cette émission perdure sur les services publics. C'était aussi un acte politique. Donc, aucun syndrome de l'imposteur, jamais. T'es là parce que tu dois être là, tu te poses pas la question comme parfois, on est juste... En fait, si tu veux, ils vont m'appeler, ils vont me sortir de là, ça fait 15 ans, c'est... Non, mais en fait, le problème du syndrome de l'imposteur, c'est que ça repose aussi quand même beaucoup sur... à mon avis, une époque, un air du temps... si j'ai pu avoir le syndrome de l'imposteur à plein d'endroits, par exemple dans ma vie amoureuse, par exemple mais dans ma vie professionnelle, en fait, si tu veux, moi, la littérature, je l'étudie depuis toujours. C'est-à-dire que c'est mon métier, et c'est un vrai métier, en fait. C'est comme, si tu veux, ces gens qui pensent que le métier d'historien n'est pas un métier. C'est-à-dire que moi, ça fait des années, si tu veux, que je travaille, que j'ai des codes, que j'ai appris des choses, en fait, et je contextualise un texte, j'essaye de mettre en relation plusieurs choses. C'est une mécanique, c'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas non plus dans ces métiers-là. Et non, mais pourquoi je te dis ça, moi, ça m'intéresse. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent oui, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire un podcast et j'ai envie de... Mais j'ai le syndrome de l'imposteur. Ouais, mais t'as envie de leur dire quelquefois, en fait, ouais, c'est-à-dire que c'est un métier, en fait, la radio. Tu comprends? Moi, j'ai mis longtemps avant de faire de l'antenne. J'ai eu un parcours, si tu veux, avant de devenir journaliste. Je me suis pas improvisé journaliste en ayant le syndrome de l'imposteur. Quelquefois, en fait, ce que je dis par là, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est pas qu'un syndrome, c'est qu'ils sont vraiment imposteurs, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi une chose importante là-dessus, c'est ton éducation et la confiance que tu as en toi ou pas. Non, mais moi, j'ai pas du tout confiance en moi. Voilà, jamais. Voilà, c'est ça. Donc, ça arrive rapidement qu'une petite critique, un petit texte, une écriture de La Grande Librairie n'est pas le même qu'avant. Tu me dis, oh là là, tu veux dire, c'est fini, moi, je ne ferai pas aussi longtemps, ou le bonheur que j'ai d'être ici n'est qu'un bonheur, toi, personnel. Les gens ne voient pas, pas la même chose. C'est plutôt ce sujet-là. C'est quand quelqu'un comme toi, qui n'a pas confiance en lui, sans parler d'une certaine anxiété, ça va plus rapidement arriver en disant juste, oh là là, je suis pas à ma place. C'est ça. Si tu veux, moi j'essaye de professionnaliser mon métier. C'est-à-dire que je pense par exemple que si François Bunel m'a choisi pour présenter cette émission, c'est parce que des journalistes littéraires qui interviewent des écrivains à la radio et à la télévision, pardon, mais on n'était pas 36. Ce qui est certain, c'est que c'était aussi, à mon avis, de sa part, l'idée de faire perdurer un métier, et un métier qui se perd. En fait, aujourd'hui, pardon, hein, je te le dis avec vachement de bienveillance, mais aujourd'hui, si tu veux, tout le monde s'improvise un petit peu. Intervieweur, tu veux dire en fait... Non, pourquoi tu dis pardon? C'est pour moi que tu le dis, ça? Non, ça fait longtemps maintenant que tu je le fais. Mais je le ferai depuis 6 mois. Je prendrai quand même ce que tu dis. Tu as raison, et je l'ai dit, c'est pas mon métier. J'ai une autre pause amicale pour toi, qui est pour le coup quelqu'un qui t'apprécie beaucoup sans te connaître. C'est un éditeur d'une maison d'édition qui a une question à te poser sur le futur de la lecture, de la librairie, de l'édition. On l'écoute. Bonjour, je suis Thomas Van der Scher et je suis à ce jour éditeur chez Fayard. Puisque vous prenez le temps de faire une pause, une question orientée vers l'avenir. Comment envisagez-vous le paysage littéraire actuel et comment le voyez-vous évoluer avec les nouvelles habitudes de lecture et la concurrence d'autres loisirs? Autrement dit, dans 2, 5, 10 ans, y aura-t-il encore la temporalité des rentrées littéraires et les émissions littéraires comme La Grande Librairie auront-elles encore le même format, par exemple? Le champ littéraire, parce que c'est comme ça en fait qu'on l'appelle, est
est de fait en train d'évoluer, avec, quand il parle d'autres loisirs, une compétition évidente des écrans. Moi, je crois que tout cela passe quand même par une forme d'éducation, de partage. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte aujourd'hui de la toxicité et de la nocivité des écrans. Et je pense qu'il y a une nouvelle génération, peut-être je me trompe, mais je suis optimiste, qui est en train de remettre en question la joie et la gloire des écrans. J'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte de ça et qu'on va revaloriser l'objet livre. Donc moi, je suis pas inquiet pour l'objet livre qui a toujours su résister et j'ai l'impression qu'il va continuer à résister. Pour autant, je pense qu'on doit adapter toujours, et notamment quand on travaille sur le service public, nos émissions à une époque. C'est-à-dire que moi, tu vois, je suis toujours avide de nouvelles façons de raconter, mais également de nouveaux textes à recevoir. Pour te donner un exemple, quand j'ai repris La Grande Librairie, cette émission n'avait jamais reçu de mangaka. Et j'ai fait venir un grand mangaka qui s'appelle Isayama, qui est l'auteur de l'Attaque des Titans. La Grande Librairie ne recevait pas non plus d'autrices de romance. Donc j'ai fait venir Melissa d'Acosta. Ça, c'est son l'évolution. Tu dis qu'il y a une évolution du monde, en fait. Oui, et c'est surtout, en fait, que ma mission, en fait, c'est pas que mon émission soit un tribunal du bon goût et le tribunal du bon goût de Saint-Germain-des-Prés ou d'Augustin, si tu veux. Ma mission, c'est de proposer une carte du paysage littéraire qui soit extrêmement variée, extrêmement éclectique. Et si tu veux, tant au point de vue de l'énoncé, c'est-à-dire les gens que je reçois, si tu veux, ce que je raconte, ce qu'ils racontent, mais aussi du point de vue de l'énonciation, c'est-à-dire la façon dont on fait de la télévision. Par exemple, tu vois, quand j'ai inventé dans La Grande Librairie ce droit dans les yeux final, où l'invité, enfin un des invités prend ma place et se met à lire au prompteur un texte inédit qu'il a écrit pour les téléspectatrices et les téléspectateurs de La Grande Librairie, bah ça, si tu veux, c'est un format qui m'est inspiré par les réseaux sociaux, qui m'est inspiré par ce face caméra de TikTok qu'on peut voir à peu près partout, tu vois. Et donc j'essaie de m'adapter perpétuellement. Et je pense qu'il est pour le coup de notre responsabilité, Thomas, de notre mission de s'adapter, de continuer à s'adapter, de continuer à être curieux en fait. Tu sais, quelquefois on me demande un mot pour vous définir. Bah moi je dis toujours ça. Je suis curieux. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti dans les 15 dernières années où tu as été moins curieux? T'as senti ce moment-là? Non, et je te dirais franchement que le jour où ça arrivera, je changerai de métier. Alors justement, ça me va très bien cette réponse, parce que j'ai un sujet que j'aime aborder qui s'appelle la bucket list. Donc toi qui as grandi un petit peu en Angleterre, tu connais, le bucket list, c'est dans mon livre, oui. Qui est en gros, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie? Et à un moment, je essaierai de le faire. Bucket list avec des bullet points. Et donc, toi, là-dessus, t'as mis dans cette liste, alors, quand t'étais plus jeune, tu l'as Normal Sup était peut-être dedans, certainement pas le Grand Journal, parce que tu ne connaissais pas. Il y a des choses encore aujourd'hui, à part Tennisman, que j'aurais bien aimé, mais alors j'ai pas le corps, mais j'aurais bien aimé, ça c'est sûr. Déjà pour moi, et c'est important, on n'en a pas encore parlé, mais la réussite ne se mesure pas au succès professionnel. D'ailleurs, tu te rappelles, on en a un petit peu parlé avec les chiffres. Pour moi, la réussite n'est pas quantitative. Vraiment pas. D'ailleurs, je m'érige très souvent contre les questions de classement, de hiérarchie, c'est quelque chose qui me dérange. Donc, je sais pas comment te dire. Moi, j'ai été très privilégié, donc j'ai eu la chance d'avoir des émissions qui étaient regardées ou écoutées, des émissions où je me suis amusé, qui ont été des aventures professionnelles et humaines extraordinaires pour moi. Non seulement, je suis pas un grand ambitieux, j'ai pas forcément envie de faire plus ou de faire mieux. Je te dirais qu'en fait, sur ma bucket list, il y a beaucoup de choses très intimes, très privées, parce que ce que j'ai mis de côté pendant très longtemps avec cette carrière, c'est ma vie privée. Boulimique. Tu vois, ce que j'ai mis de côté, c'est ce qui pour moi est le centre du monde, à savoir l'amour. Ce que j'ai mis de côté pendant longtemps, c'était ça. Donc oui, si tu veux, sur ma bucket list... j'aurais des choses intimes, des choses... Paternité. Notamment, je pense. Notamment, ouais. Peut-être ça, ces questions-là. Ce sont des questions très importantes pour moi, ouais. En tout cas, j'y réfléchis beaucoup. Et c'est une question de rencontre, évidemment, d'un deuxième, de quelqu'un avec qui tu as envie d'avoir, évidemment, cet enfant.
Et cette personne, tu l'as trouvée, c'est vrai, tu l'as trouvée, cette personne. Oui. Donc ça, j'aime bien le oui est beaucoup plus, bien sûr, tu l'as trouvé. Mais tu penses aussi, c'est une question de, t'es prêt? On parlait tout à l'heure de ces... Oh, mais je crois qu'on n'est jamais prêt. Enfin, là, pour le coup, c'est moi qui vais retourner l'interview. Est-ce que tu étais prêt, toi, quand tu as eu ton premier? On draft tout le temps. C'est des drafts. Bah ouais, c'est ça. Mais tu sais quoi, mais on fait notre maximum. Tu veux dire draft? Tu veux dire ça? Parce que moi... Draft, tu sais, c'est qu'en fait, on va faire notre maximum, mais on sait que... Ah, t'as fait un anglicisme. Mais j'ai fait un anglicisme. Je suis vraiment désolé. Donc on va dire, c'est un brouillon. C'est un brouillon. On fait que des brouillons, mais de toute façon, c'est évidemment qu'on fait des brouillons. On fait notre mieux à chaque fois. Mais après, tu dis juste, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû... Et c'est ce qui va... vous arrivez assurément. Voilà, exactement. On le sait. Donc, est-ce qu'on est prêt? Maintenant, c'est plutôt par rapport à une des nombreux sujets que nous avons abordés. C'est régler aussi des problèmes avec nous-mêmes. C'est un autre sujet, ça. Tu vois, bon, déjà, j'espère que mon désir d'enfant n'est pas un désir concomitant de régler des problèmes comme ceux qui me sont arrivés, parce que ça serait quand même triste et surtout, à mon avis, assez toxique, en fait, pour l'enfant. Non, on n'est pas forcément sur là, mais je parlais plutôt de fait que tu vois que dans nos enfances respectives, même chose pour moi, tu as pu ne pas être écouté, ou il y a des choses, et donc moi ce que j'ai fait j'ai la chance d'avoir 4 enfants et j'ai pu en fait tu vois, prendre un peu de zéro en me disant voilà ce que j'aimerais vraiment ou j'aurais aimé avoir comme papa. Et donc c'est un peu je pense qu'on se construit aussi toujours comme ça en tant que père ou en tant que... Mais ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc moi j'ai essayé de créer quelque chose en me disant voilà, papa, maman m'ont donné ça c'était très bien, ça peut-être. Mais pour autant, tu es d'accord qu'on se plante tout le temps, non? Tu vois, on se plante tout le temps, mais il faut quand même partir du principe que tu vas essayer de te planter le moins possible. Moi, pour l'instant, c'est encore à l'état de réflexion. L'idée, c'est quand même la question de la transmission qui est absolument fondamentale pour moi. C'est-à-dire que j'ai le sentiment qui au départ était un sentiment et qui aujourd'hui est plus une urgence de transmettre, de partager, de construire aussi quelque part, de construire pas un héritage, mais de construire ce qui possiblement fait famille. Tu sais, moi je suis très catholique, très croyant. Ta maman était croyante. Ouais. Tu es vraiment très croyante? Très, très. J'ai retrouvé la foi récemment. Ouais, c'est pour récemment. Comment on la retrouve, la foi? Ouais, ça te prend comme ça un jour. Ça te prend, ça te saisit. Pour toi, la foi égale religion? Ah non, pas du tout. En l'occurrence, moi, et je pense, compte tenu d'une éducation que j'ai pu recevoir, contre laquelle d'ailleurs j'ai lutté pendant des années, pour des raisons d'identité sexuelle, je pense, d'orientation sexuelle plutôt, je l'ai retrouvée et je pense que j'ai effectivement associé pour moi cette foi à la religion catholique, parce que j'ai grandi là-dedans et puis j'y ai trouvé quelque chose. C'est venu de façon très étrange. Je me suis mis à traîner dans les églises. En fait, je me sentais bien. C'était un des seuls espaces dans la ville où, tu sais, moi, je travaille chez moi et je fais toujours une pause de 1h30, 2 heures et je vais me balader. Et là, je me suis, un jour, je me suis baladé, je suis rentré dans une église et je me suis senti bien, tu peux pas savoir. Je me suis mis à souffler. En fait, en touchant ces pierres, je me suis dit, c'est dingue parce que ces pierres, elles avaient sans doute la même matière il y a 1000 ans. Et elles dégageaient sans doute la même froideur il y a 1000 ans. Et elles avaient sans doute le même parfum âcre et empli d'encens qu'il y a 1000 ans. Et cette permanence, cette constance, qui est pour moi la plus belle des qualités, la permanence et la constance dans la vie avec le courage. Si tu veux, pour moi, c'est très important. Et je me suis senti bien et je me suis mis à traîner dans les églises. Je vais pas à la messe, mais je me suis mis à aller prier beaucoup dans les églises. Et j'ai retrouvé cette foi très importante pour moi. Est-ce que tu n'es pas plus près aujourd'hui à ton âge avec ce que tu as vécu, avec l'expérience tout simplement, d'être plus à même de comprendre ce qu'est la foi? Peut-être, et puis aussi, je pense, de façon très opportuniste, j'approche de la mort. Donc, si tu veux, la religion permet à ceci d'extraordinaire qu'elle permet quand même de résister. Donc, je pense qu'il y a aussi un peu de ça. Je pense qu'il y a aussi peut-être... T'as peur de la mort, toi? Moins dans ces cas-là, si tu cites la foi. En tout cas, j'adore notre conversation parce qu'en tout cas, tu vois, ce que j'ai toujours admiré chez les gens qui avaient la foi, c'était le fait qu'ils n'avaient pas peur. Mais pas seulement de la mort, ils n'avaient pas peur. Et ça, cette colonne vertébrale et à la fois cette confiance, en fait, je la trouvais magnifique. Mais ça peut être une foi en la nature, si tu veux. Ça peut être une foi tu vois, en une religion, mais aussi en la nature ou dans une entité. Je sais pas ce que tu veux, mais
En tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Ah, génial. Voilà. Et pour te dire, moi, ça résonne en moi ce que tu dis sur la foi et sur le fait que tu as une sagesse qui vient de cette foi-là, et c'est vrai qu'il y a moins de crainte, évidemment. Et cette crainte, moi, mon histoire, c'est que j'ai perdu mon frère il y a 7 ans de ça. Et quand mon frère est parti, j'ai justement creusé un peu ces sujets-là. Et le jour où j'ai compris plus de choses, tu vois, j'ai en particulier croire profondément à cette vie éternelle, tu vois. Et donc c'est vrai que j'ai pas de crainte. Donc crainte de la mort, et donc j'ai une vraie confiance de cette perpétualité. Et c'est vrai que c'est important à la fois. Et je déconnecte, et encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, et c'est très important. J'ai un profond respect pour les gens qui ont la foi. Puis moi, tu vois, j'ai été élevé dans une famille catholique, et j'ai eu une éducation universitaire laïcarde, vraiment vénère, donc tu vois. Moi, mes parents, j'ai eu de la chance, sont quand même très ouverts. Quand je leur ai annoncé mon homosexualité, bon, certes, ils avaient les armes qu'ils avaient, ils étaient un petit peu perdus, ils n'ont pas forcément très bien réagi. En tout cas, si tu veux, ils m'ont toujours dit « on t'aime ». Ils ont toujours été là. Je me souviens, ma mère m'a dit « j'ai peur que tu souffres ». C'est une phrase folle, mais c'est-à-dire que c'est une phrase très belle en fait, parce que non seulement c'est une phrase où elle s'inquiétait pour moi, mais en plus c'est une phrase très lucide. L'expérience homosexuelle, c'est aussi une expérience de la souffrance. Parce que les gens te trouvent différent, te regardent différent. Exactement, c'est une expérience de la marge. Bien sûr. Exactement. Donc tu es forcément... Et d'ailleurs, quelle que soit ta classe sociale, quelles que soient tes origines. Et pour revenir aussi, pour parler, c'est pas du tout pour défendre tes parents, parce qu'ils tout de suite, très rapidement, ils t'ont accepté. Et cette phrase de montrer qu'ils t'aiment, n'oublions pas, il y a une loi qui s'appelle la loi Forny, qui date de 1982, c'est important de le rappeler, qui a en fait arrêté de pénaliser l'homosexualité. Il faut juste se rendre compte. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je pense que moi, j'ai grandi avec cette triple marginalisation. C'est-à-dire que dans le milieu dans lequel j'ai grandi, qui est un milieu bourgeois, qui est un milieu catholique, l'homosexualité, c'était une triade, c'était un crime, parce que je suis né en 79, pendant les premières années de ma vie, et c'était encore pénalisé. C'était un péché, c'est-à-dire que dans la religion, on était... Et c'était également, et ça c'est très important de le noter également, une maladie que l'on soignait, que l'on pouvait soi-disant soigner. Tu comprends? Et grandir avec cette idée de l'homosexualité... Voilà, c'est ça. Et grandir avec cette idée que l'homosexualité... oui, mais c'est parce que je pense que mes parents viennent d'un milieu aussi, si tu veux. Ils sont issus d'un milieu... Moi, j'ai envie de les défendre. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait avec les moyens, avec les outils, mais bien sûr. Ils m'ont toujours aimé, ils ont toujours accueilli à bras ouverts mes petits amis. Ils essayaient de se penser t'aider. Tu vois? Mission, on y vient. Un sujet où je t'ai vu hyper actif. Et c'est assez rare, parce que j'ai quand même vu un certain nombre de personnages, des publics, qui s'associent avec des ONG, avec des associations, et qui s'associaient en mettant un nom, en signant une pétition, et qui n'étaient pas forcément très actifs par la suite, ça arrive. Et puis de temps en temps, on a la chance d'avoir des gens comme toi, Grand Corps Malade, avec une organisation que j'ai montée qui s'appelle EPIC, d'autres comme ça, qui sont actifs, qui sont en train de dire, c'est pas uniquement mettre mon nom, c'est que je vais y aller. Là, on parle de Bibliothèques sans frontières. Tu représentes de plus en plus, ça fait maintenant 6 ans, je crois, que tu es avec eux. Et de plus en plus, en tout cas moi, ce que j'ai vu ces dernières années, c'est que Bibliothèques sans frontières, c'est Augustin Trapenard. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette association? Pourquoi elle te porte? Écoute, le mandat de Bibliothèques sans frontières, il est très simple, c'est promouvoir l'éducation, l'information, la culture auprès des plus vulnérables en France et dans le monde entier. Un quart de nos programmes sont en France. En fait, c'est une ONG qui a été fondée il y a 17 ans par un grand historien que j'admire déjà. C'est quelqu'un qui écrit. Un grand historien et enseignant, tu en parlais tout à l'heure, qui s'appelle Patrick Weil et qui a enseigné de la France jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique et qui a vraiment une sommité. Et il se trouve qu'il a créé Bibliothèques sans frontières avec un de ses étudiants qui s'appelle Jérémy Lachal, et ce sont des personnes extraordinaires. Ils m'ont contacté un jour parce qu'ils avaient envie que j'incarne, que je devienne le parrain de leur association. Et je leur ai dit, mais moi, si c'est pour faire un post Instagram le jour du gala de fin d'année, merci, mais non merci. En fait, on en parlait tout à l'heure avec les pétitions. Moi, j'ai un problème avec ces postures publiques, tu vois. Et je leur ai dit, moi, c'est OK si jamais je viens avec vous sur le terrain. Et ils m'ont dit,
tu sais quoi, vas-y, viens, on part la semaine prochaine. Et ils m'ont emmené dans un centre d'accueil de réfugiés à Palerme, une bibliothèque qu'on avait installée là-bas. Et là, j'ai compris. C'est-à-dire que j'ai vu, de mes yeux vus, ce qu'était Bibliothèques sans frontières. En fait, cette bibliothèque, qui est une médiathèque, en fait, dans laquelle on trouvait des livres physiques, mais également des écrans, des jeux de société, du matériel pour faire de la vidéo, du matériel pour faire de la radio, de quoi faire des spectacles, de quoi dessiner, de quoi écrire. Cette bibliothèque, elle avait été conçue avec les gens sur place, avec des médiateurs locaux, avec des associations locales, dans la langue de ceux qui allaient en bénéficier. C'est-à-dire qu'en fait, on avait créé une bibliothèque avec des livres dans les langues africaines d'où venaient ces jeunes réfugiés. Mais quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et moi j'étais là. Ils ont dit, mais nous on n'a pas envie d'avoir des livres dans ces langues-là, on veut apprendre l'italien parce qu'on est en Italie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a changé tout le contenu de la bibliothèque pour mettre des livres en italien. Et ben tu vois, pour moi c'est ça, Bibliothèques sans frontières. C'est une association qui est au plus près de ses bénéficiaires, qui construit une bibliothèque avec leurs besoins très spécifiques, dans leur langue précisément, qui jamais n'est néocolonial et qui toujours s'adapte pour nous élever. Qu'est-ce que j'aime comment tu le vends. On sent la passion, mais merci. Non mais attends, ça a changé ma vie, moi. Hein. Merci de le dire aussi. En fait, le fait que tu es allé sur le terrain, que tu aies vu la difficulté extrême de ces peuples, là on parle de réfugiés, de migrants, qui ont certainement pas voulu se retrouver dans ces conditions-là et qui ont été poussés à partir, à quitter tout ce qu'ils ont. Donc là aussi, c'est mal connaître ces situations-là en pensant que c'est leur plaisir de bouger, c'est que c'est des moments extrêmement grammatiques et qu'il faut... C'est surtout fou, en fait. Il faut des entrepreneurs sociaux, il faut des associations. On parlait tout à l'heure des enseignants, des aides-soignantes. Mettons aussi évidemment en avant ces personnes qui pourraient faire plein d'autres jobs, mais qui ont décidé d'utiliser leur talent, leurs compétences pour créer, pour diriger, pour développer, pour travailler pour ces bibliothèques sans frontières. Et on a beaucoup, ces associations. Donc merci à eux. Je vais te proposer une nouvelle pause amicale. On va écouter une nouvelle personne qui t'aime tellement. On l'écoute. Salut Augustin, c'est Jérémy de Bibliothèques sans frontières. Alors Alexandre m'a gentiment proposé de te poser une question, alors j'y vais. Quand tu nous as rejoints, il y a maintenant tant d'années, tu racontais souvent que tu voulais aller voir comment la culture change réellement le monde. Je pense que tu as beaucoup voyagé avec nous, tu as pu voir de tes propres yeux, mais est-ce que tu peux le raconter? Parce que nous, on s'évertue à BSF à essayer d'expliquer ça au quotidien, mais j'aimerais l'entendre de tes mots, la manière dont tu penses aujourd'hui que la culture change le monde. C'est un mec extraordinaire, tu sais. C'est vraiment un des mecs les plus extraordinaires que j'ai rencontrés, moi. Qui est d'une créativité, d'une intelligence, c'est-à-dire d'une rapidité incroyable. C'est une bonne question. En fait, moi, je répétais tout le temps, si tu veux, dans mes studios de radio, de télé, la culture change le monde. C'est une phrase morte, en fait. C'est une phrase creuse. Le bateau, ouais. Mais en fait, j'en avais juste une petite intuition. Mais aux côtés de Bibliothèques sans frontières, qui m'a fait voyager en France, évidemment, une quarantaine de fois, une cinquantaine de fois, et une cinquantaine de fois dans le monde entier, j'ai pu voir très concrètement ce que ça changeait. Donc là me vient par exemple tout de suite Bernadette. Bernadette qui est une petite fille de 8 ans, qui était une enfant des rues dans la banlieue de Bujumbura au Burundi, où on a installé une bibliothèque, c'est un programme de rescolarisation des enfants des rues. Au Burundi, il y a cet énorme problème d'enfants quand même de tout petits, hein, de l'âge de 2 mois ou même de la naissance jusqu'à l'âge de 10 ans, qui vivent dans une décharge publique et qui sont élevés, qui s'élèvent entre eux. Bibliothèques sans frontières essayent de les rescolariser. Comment ils font? Tout simplement en ayant des médiateurs qui sont eux-mêmes d'anciens enfants des rues. Donc du coup, ils font le lien. Ils emmènent les gamins vers Bibliothèques sans frontières pour les rescolariser, petit à petit. Et ce qu'on a vu quand on y est allé, puisque c'est un de nos plus vieux programmes, c'est qu'en réalité, t'en as énormément, non seulement qui sont retournés à l'école, mais qui ont trouvé un boulot par la suite. C'est-à-dire que j'ai pu mesurer à quel point, si tu veux, la bibliothèque est un lieu, un espace qui permettait, si tu veux, une vie, une autre vie, pas seulement de survivre, de vivre en réalité. Et Bernadette, elle a été rescolarisée. Tu vois, je pense à énormément de programmes qu'on a. Mais tu sais, avec eux, je suis quand même parti des zones démilitarisées de Colombie jusqu'au Lavomatique aux États-Unis, en passant par les camps de réfugiés. Donc pour ceux qui nous regardent, nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur le site de Bibliothèques sans frontières. Oui. Il y a même des vidéos, si vous aimez Augustin Trapenard, regardez, parce que Augustin vous amène, surtout de il n'y a gens, pas que ça, mais Augustin vous amène
dans le dur, dans ces endroits-là, que ce soit au Bangladesh, ça s'appelle au Burundi, ou bien dans bien d'autres endroits. On va bientôt arriver à la fin de notre pause. Tu sais que c'est passé vite en fait. J'étais terrorisé par l'idée que ce soit trop long, mais en fait c'est passé assez vite. Pause lecture. C'est pas forcément la pause que tu préfères parce qu'elle est un peu facile. Quel est pour toi, pas le livre, mais le héros qui t'a le plus marqué, que tu préfères dans un livre? Donc c'est le personnage principal des Odes de Hurlevent d'Emily Brontë. C'est un personnage qui s'appelle Heathcliff et qui incarne le grand héros romantique qui est à la fois mis de côté, banni, mais qui revient pour se venger. Il est la virilité que je n'ai jamais eue. Est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais lire et relire? Voilà. Est-ce qu'il y en a un d'ailleurs Est-ce qu'il y en a un combien de fois quel est le livre que tu as le plus lu d'ailleurs? Le livre que j'ai le plus lu, c'est sans doute Les Odes de Hurlevent, justement, sur lequel j'ai travaillé. Donc je vais en citer un autre et je vais citer un livre contemporain. Celui que je pourrais lire et relire, c'est un très court livre qui s'appelle Vie animale de Justin Torres, un écrivain américain. C'est un très court livre en fait qui raconte l'histoire d'une sortie de soi, pour ne pas dire de coming out. Le livre dans lequel tu aurais aimé vivre? J'aurais aimé vivre dans Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, parce que pour moi c'est un livre sur le langage en fait. C'est un livre où tout est langage. D'ailleurs il s'agit de lettres, c'est un roman épistolaire. Donc j'aurais aimé vivre dans ces lettres, c'est-à-dire dans la littérature, au cœur du langage. Donc c'est une réponse un peu différente. Donc en fait c'était pas être un acteur de ce livre en fait. Non, j'aimerais être dans ce livre. Dans ce livre. Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Parce que si tu veux, tout est jeu de langage entre eux, tout est guerre de langage entre eux, tout est langage. On parlait d'admiration tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un écrivain que tu admires plus que d'autres? Faulkner. William Faulkner, immense écrivain américain à mon avis, qui a inventé un monde et qui m'a fait comprendre surtout que la littérature c'était vraiment de l'art, qui m'a fait comprendre et concevoir que la littérature n'était pas seulement un art de la narration, raconter une histoire, mais un art du langage. Et le livre que tu as le plus offert, toi qui aimes offrir des livres? Je pense que c'est Retour à Reims de Didier Ribon, qui est un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je pense que c'était d'ailleurs sa destinée, qui est un livre très important pour moi. Didier Ribon raconte un retour dans sa ville natale et emprunte sa littérature et son récit de sociologie. Et c'est une des veines de la littérature française qui m'intéresse le plus. Une pause. Il y a un endroit pour toi, on parlait tout à l'heure des églises, en ce moment, où tu aimes faire une pause. Il y a un endroit, oui. L'été, l'hiver, un endroit où tu te sens le mieux avec ton mari, avec toi-même. Alors, je suis pas marié, hein, mais non, c'est avec pas ton grave. ami, Ouais, c'est oulala. Non, mais parce que je le serai peut-être un jour, et ça aura un sens. Donc, je te le dis, les églises, ouais. Les églises, vraiment, c'est un espace pour ce que je te disais tout à l'heure, où je me sens profondément bien. Une autre question que je pose à mes invités, qui t'aimerait, maintenant que tu as eu l'expérience pause, qui tu dis, tiens, j'aimerais l'entendre, l'écouter, le voir sur pause? J'aimerais bien que tu invites un écrivain, parce que moi, c'est ce que j'aime le plus, les écrivains. Okay. Un écrivain qui s'appelle Tristan Garcia, qui est un écrivain absolument inouï, d'une intelligence prodigieuse. Si tu vois, on parlait de brillance, c'est un des écrivains, c'est un des artistes les plus brillants que j'ai jamais interviewé. J'adore l'interviewer. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas interviewé. Et il a un imaginaire qui, je pense, te plairait. C'est quelqu'un qui est à la fois spécialiste de la BD, et puis qui sait parler des sciences, qui sait parler de plein de sujets. Et il est brillant et lumineux. Augustin, merci d'avoir pris le temps, du temps. Je sais que c'est rare de prendre ce temps, de s'asseoir, de parler, d'avoir ce temps long. Si des gens veulent te contacter, comment ils font les gens pour te contacter aujourd'hui, qui ont envie de te raconter quelque chose ou de partager? Les réseaux sociaux, est-ce que tu as le temps de regarder? Oui, bien sûr. Ils t'écrivent Je pense que ça fait partie de ma mission de service public. Non. Attention, ils vont te réécrire. Les services publics, c'est de répondre non, aussi. En vrai, je réponds. Quelquefois, je réponds seulement un cœur quand ils me font un compliment ou je réponds une petite croix, tu vois, un petit truc. Quelque chose. Mais je réponds, je suis là, je suis quand même super accessible, évidemment. Bon, merci, Augustin. C'est moi qui te remercie, Alexandre. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.